Quand il s'agit d'un problème important de société ou de liberté individuelle, il y a deux façons d'en parler. On peut en parler assis dans son canapé luxueux avec ses objets de valeur et de prix autour de soi et parler à un journaliste qui va retranscrire vos paroles. Puis on peut en parler de façon plus documentée, on peut écrire sur le sujet, on peut essayer de réfléchir à ce que ce problème représente. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'aide médicale à mourir, de suicide assisté. Je ne prononcerai pas le nom d'euthanasie, parce que, à mon avis, le mot euthanasie n'est pas approprié, parce qu'il ne recouvre pas la réalité de ce d'une demande légitime que font beaucoup de personnes, c'est-à-dire de pouvoir terminer leur vie au moment de leur choix, sans violence pour elles-mêmes et pour leur entourage, et avec l'aide de techniques médicales qui permettent de mourir sans souffrir. Et donc, pour parler de cette aide médicale à mourir, je rappelle que je vis au Canada, je suis citoyen canadien, et au Canada, l'aide médicale à mourir est légale, elle est encadrée, elle est légale depuis un bon nombre d'années maintenant. Elle n'a pas fait s'écrouler la société, pas plus qu'elle ne l'a fait s'écrouler en Belgique ou aux Pays-Bas, où c'est légal depuis encore plus de temps. Et donc, pour vous parler de ça, de l'aide médicale à mourir, je vais vous lire des extraits d'un livre que j'ai écrit il y a quelques années, en 2012, qui s'appelle En souvenir d'André, et dont c'est exactement le sujet. Dans un cadre un petit peu étroit, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un praticien qui aide d'autres soignantes et soignants à mourir quand il ou elle lui demande de l'aide, dans un pays imaginaire, mais qui est la France dans laquelle ce n'est pas légal. Et donc je vais vous lire quelques extraits de ce livre. Le personnage, qui s'appelle Emmanuel, commence par pratiquer des IVG, et puis les IVG c'est un peu dur pour lui, et il n'aime pas faire mal, et il se rend compte que dans un certain nombre de cas, les femmes ont mal, même si on fait en sorte qu'elles n'aient pas mal. Et donc comme il a beaucoup de mal lui-même à faire mal, on lui recommande d'aller travailler à l'unité de la douleur. À l'unité de la douleur, on recevait des femmes et des hommes qui souffraient, tout le temps, depuis longtemps, de tous les côtés. Beaucoup avaient des douleurs qui n'avaient jamais été étiquetées, jamais été identifiées. Leur médecin n'y pouvait rien et leur avait dit parfois que c'était dans la tête. On ne leur avait pas appris que dans la tête, il y a le cerveau, que la douleur, le cerveau l'aperçoit et parfois la produit. Quand les gens disent qu'ils ont mal, ils ont mal. Dire que c'est dans leur tête, c'est comme leur dire vous avez mal parce que vous avez mal. Autant leur donner un coup de marteau. J'ai appris à manier les antalgiques mineurs et la morphine, les opioïdes synthétiques, les anesthésiques locaux et généraux, les neuroleptiques, les antidépresseurs, les myorelaxants, les alpha-adrénergiques, les blocs plexiques et les neurolyses, les péridurales. J'ai appris à analyser les douleurs chroniques, à identifier l'origine des douleurs projetées, à apprivoiser les douleurs fantômes. J'ai appris à employer le placebo, la relaxation, l'hypnose, les gestes, la parole. Les gestes qui atténuent l'angoisse. La parole qui, sans donner de faux espoirs, aide à s'ancrer dans la réalité. J'ai appris à apaiser la douleur des autres. Pas trop, sans les endormir, sans les empêcher de se sentir vivants, mais en les aidant à ne plus ressentir ces cris des profondeurs qui éventrent ou arrachent, à ne plus être dans la douleur totale qui empêche de ressentir quoi que ce soit d'autre, qui empêche de penser, de sourire, d'être présent au monde. J'ai beaucoup travaillé, et bien, je crois, mais ça ne me suffisait pas. Il y avait des douleurs qui résistaient à tout, des douloureux qu'on n'arrivait pas à calmer, des visages qu'on ne parvenait pas à éclairer. Et on ne parlait plus de douleur alors, mais de tristesse, d'abattement, ou quand rien ne semblait agir, on se raidissait pour dire, sur un ton mécanique, métallique, qu'on avait affaire à une dépression profonde.
et on rajoutait des antidépresseurs. Et puis quand on avait tout épuisé, on sortait de la chambre avant de l'être aussi soi-même, et on y envoyait quelqu'un d'autre, qui échouait à son tour. Un jour, je me suis trouvé face à un de ces corps épuisés. Une femme. Je voudrais dormir. Je vais vous prescrire. Non, je voudrais dormir. Vous ne m'entendez pas. Je vous écoute, mais vous ne m'entendez pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je voudrais rentrer chez moi et dormir, s'il vous plaît. Ces mots m'ont renvoyé 6 ans en arrière, infirmier remplaçant, face à une autre femme fatiguée. Je veux rentrer chez moi, disait-elle. On me dit qu'il ne faut pas, que c'est trop tôt, qu'il y a peut-être encore des examens à faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pensais ? Je pensais au résident grommelant pour lui tout seul, devant moi, comme si j'avais été un meuble, qu'il devrait avoir le courage d'annoncer à cette femme sa maladie terminale, lui dire qu'elle allait mourir et que tout ce qu'on avait à lui proposer ne pourrait que la faire souffrir un peu plus. Je pensais au chef de clinique disant au résident que ça n'était pas à lui de dire la vérité à un patient. Je pensais au patron disant au chef de clinique qu'annoncer sa mort à la patiente, c'était de la cruauté. C'était bien plus humain de le dire à son mari. Je vous fais confiance, mon ami, vous ferez ça très bien. Je pensais aux paroles évasives du chef de clinique s'adressant au mari de cette femme et de ses regards fuyants, et ses réponses monosyllabiques aux questions de l'homme qui tentait bravement de tenir debout sous les coups que l'autre con lui assénait, sans égard, et en insistant « Surtout, 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 il ne faut pas lui dire la vérité, ne lui enlevez pas l'espoir de voir ses enfants grandir, même si malheureusement il n'y a plus rien à faire. » Et je pensais aussi aux paroles bonnes et tendres de cette femme rassurant doucement son mari, ce mari déchiré d'éructer des mensonges et dont les yeux hurlaient qu'il ne les croyait pas. Quand j'ai cessé de penser, j'ai entendu ma voix. Vous devriez rentrer chez vous. C'était sorti tout seul. Mon Dieu, elle va comprendre et ça sera terrible, elle va s'effondrer complètement, me suis-je dit. Sortie le soir même contre avis médical, elle est morte 3 jours plus tard. Son mari est venu donner le faire-part d'obsèques à la secrétaire du médecin-chef. En repassant devant le bureau des infirmières, il m'a vu, il est entré. Je pensais qu'il allait me frapper. Il m'a tendu la main. Merci de lui avoir parlé. Moi aussi, je voulais qu'elle rentre à la maison, mais je n'osais pas le lui dire. Sa voix s'est mise à vibrer. Merci pour ces 3 jours. Et donc, ma patiente, 6 ans plus tard, me dit, en me regardant droit dans les yeux, je voudrais rentrer chez moi, dormir, s'il vous plaît. Alors j'ai répondu, je fais le nécessaire. Elle est partie le soir même avec tout ce qu'il fallait. Elle vivait à plusieurs dizaines de kilomètres de l'hôpital. Cette fois encore, j'ai attendu qu'un membre de sa famille vienne me faire des reproches. Mais personne n'est venu. Des mois plus tard, j'ai appris qu'elle avait dormi pendant plusieurs jours dans sa maison, la fenêtre ouverte sur le printemps. Elle avait fini par se réveiller, elle s'était remise à manger, elle avait repris des forces. Elle avait vu le soleil se lever, la pluie tomber. Elle avait parlé avec ses frères, elle avait ri avec ses amis. Et une après-midi, à la fin de l'été, elle s'était endormie une dernière fois. Beaucoup plus tard, un de ses frères m'a rapporté les boîtes de médicaments. Elle n'en a pas eu besoin. Ils pourront servir à quelqu'un d'autre. Au milieu des milliers de paroles, j'avais quelques images en tête. L'histoire d'un groupe d'hommes et de femmes pendant la grande crise économique des années 30. Ils s'enrôlent par 2 dans un marathon de danse. Le couple qui dansera le plus longtemps est censé remporter une somme fabuleuse. Tous les couples s'agitent jusqu'à l'épuisement avant de tomber comme des mouches. Le couple gagnant, ou sur le point de gagner, je ne sais plus, découvre que tout ça est un attrape-nigo. Les organisateurs vont déduire de la récompense promise tous les frais d'organisation. Ils se sont épuisés pour rien. La femme, désespérée, donne une arme à son compagnon pour qu'il l'achève comme un cheval tombé. L'histoire d'un soldat de la Grande Guerre. Un obus tombe juste à côté de lui. Quand on le ramasse, il est en piteux état, mais il vit encore. Après l'avoir réduit à l'état d'un homme tronc, muet, sourd et aveugle,
Le chirurgien militaire déclare qu'il n'a plus de conscience et ordonne de le laisser pourrir dans une chambre. Une infirmière le lave et l'alimente par sonde chaque jour, mais le jeune homme n'est pas décérébré. Il cherche un moyen de lui parler, et il trouve. Une scène d'un film japonais. Au XIXe siècle, un jeune médecin entre dans un dispensaire misérable dirigé par un praticien dévoué à ses patients. Le jeune homme méprise cette médecine aux mains nues. Un jour, son chef le fait entrer dans la chambre d'un vieillard mourant. Il lui dit « Veille-le jusqu'à son dernier souffle. Les derniers moments d'un homme sont sublimes. » Ces histoires étaient là depuis longtemps. Quand je les oubliais, elles ressurgissaient. Mais je ne comprenais pas ce qu'elles me disaient. On disait celle ou celui qui ne souffre ni physiquement ni moralement, ne demande pas à mourir. C'est vrai la plupart du temps. Je le savais, je connaissais les règles, et je faisais tout ce que je pouvais pour traquer le moindre signe d'inconfort, pour émecter les lèvres dès qu'elles étaient un peu trop sèches, pour changer l'oreiller un peu trop mou, un peu trop dur, pour masser un dos, des fesses asphyxiées avant d'avoir supporté trop longtemps un corps décharné. Je passais des heures au chevet de celles et ceux qui n'en finissaient pas de souffrir, pour que la visite parfois trop brève de leurs conjoints, de leurs enfants, de leurs amis, leur soit un peu plus douce. Je voulais que l'homme ou la femme allongée dans le lit sourie à celle ou celui qui entrait. Je voulais que le visiteur inquiet se sente rassuré en entrant et sourie à son tour, que le cadre sinistre de la chambre disparaisse devant le plaisir de se revoir. Mais parfois, tout ce qu'on fait pour soulager, rassurer, entourer ne suffit pas. Parfois, la douleur n'habite ni le corps ni la pensée. Ce n'est plus exactement une douleur, mais le vide laissé par un morceau de soie arraché à l'emporte-pièce. Une absence insondable, impossible à combler, un manque. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on passe toutes ces journées sans personne à qui parler, sans personne qui s'approche et se penche et met ses bras autour de vos épaules pendant que vous lisez assis dans le canapé, sans une main à effleurer lorsqu'elle ne fait que passer, sans un sourire à donner ou saisir. L'absence de l'autre est un enfer aussi. Ce n'est ni la douleur, ni la dépression, ni la solitude. C'est un sentiment plus pénible encore, celui d'en avoir assez. Être là, d'être là. À l'époque, quelques États d'Europe et d'Amérique toléraient l'assistance ou l'autorisaient sous condition. Mais ici, le seul fait de mentionner le mot déclenchait des hurlements. L'hypocrisie était insupportable. Lorsque des jeunes gens se retrouvaient dans le coma après un accident de voiture, des équipes entières de médecins et de psychologues entouraient la famille pour la convaincre de les laisser prélever ses organes. Ils n'expliquaient pas toujours que le cerveau est une machine bizarre. S'il n'a pas été complètement écrabouillé, on n'est jamais tout à fait sûr qu'il a définitivement cessé de fonctionner. Ils disaient que les autres organes sont précieux. Les malades en attente de greffons meurent tous les jours. Lorsqu'il est possible de prélever un foie, un cœur, des poumons, des reins, des cornets, de la peau en bon état, on peut faire abstraction d'un cortex abîmé. Cette vie végétative ne mérite pas d'être vécue. Celui ou celle qui n'a pas expressément exprimé son refus peut être prélevé. Et on allait convaincre la famille qu'elle faisait une bonne action, ou lui reprocher son égoïsme. Tant de vies pouvaient être sauvées grâce à cette unique mort. Un malade dans le coma, au fond, ne pesait pas lourd. Il n'était plus en état de donner son avis. Sa famille ne l'était pas non plus, on n'allait pas attendre qu'elle reprenne ses esprits. On pouvait raisonnablement statuer à leur place que le don de ces précieux organes valait mieux qu'une survie artificielle. D'autres médecins bien intentionnés ne demandaient pas l'avis des handicapés pour les stériliser. Ils ne demandaient pas l'avis des femmes pour leur retirer l'utérus ou les seins. Ils ne demandaient pas l'avis des hommes pour les amputer de leurs pieds ou de leur prostate. Ils ne demandaient pas l'avis des parents, pour administrer du potassium aux grands prématurés qu'ils jugeaient irrécupérables. Dans tous ces cas, et dans bien d'autres, ils trouvaient raisonnable de décider sans rien demander aux premiers concernés. Ce n'était pas seulement de l'hypocrisie, c'était une posture de pouvoir. Un jour, je n'étais qu'un étudiant perdu dans le groupe compact qui suivait le patron pendant sa grande visite, nous étions au chevet d'un patient comateux. En apprenant que le service allait manquer de lit, le médecin-chef a murmuré quelque chose à l'oreille de l'infirmière. Elle l'a regardé brièvement, puis, sans un mot, s'est éloignée. Quand elle est revenue avec une seringue prête à servir, nous étions sortis de la chambre. Le patron a désigné l'une d'entre nous et lui a dit d'aller injecter ça dans la perfusion du patient
avant de tourner le dos et de se diriger vers la chambre suivante. Quand l'étudiante est ressortie, toute fière de s'être vue attribuer cette mission de confiance, elle a voulu aller jeter la seringue et l'aiguille dans la salle de soins. Là, 2 aides-soignantes essuyaient des instruments. Où est-ce qu'on la met, l'entrée? Sur un brancard dans le couloir? Non, au 12. Mais le 12 n'est pas libre. Il le sera bientôt. Je viens de voir l'infirmière préparer le cocktail. En ce temps-là, le silence et la soumission régnaient en maître. Les médecins statuaient, souverainement. Mais lorsqu'un homme ou une femme sentait que leur vie n'était plus que douleur et chagrin, ces mêmes médecins ne trouvaient pas raisonnable leur désir d'y mettre un terme. Ce désir-là ne pouvait pas venir d'une personne sensée, d'un individu compétent. Non seulement il refusait de l'entendre, mais il menaçait de normaliser ce qu'il exprimait, en les internant ou en leur collant une camisole chimique. Sauver la vie était le blason des médecins. Donner la mort, un privilège de leur caste. Alors l'homme ou la femme qui n'en pouvait plus faisait mine d'aller mieux et attendait que le professeur de médecine ait le dos tourné. Ça ne tardait jamais. Puis ils rentraient chez eux et quelques jours plus tard, ils allaient téter le canon d'un fusil au cellier, se balancer à une poutre au grenier. Et c'était leur femme de ménage, leurs voisins, leurs enfants qui les retrouvaient là. Je ne voulais pas avoir ça sur la conscience. La mort est la grande égalisatrice, dit le proverbe. Ben voyons. C'était sans doute vrai à l'époque où tout le monde pouvait mourir du choléra, de la rougeole ou d'une tuberculose. Mais quand je me suis joint à l'unité de la douleur, rien n'était moins vrai. Il n'y avait pas d'égalité des soins, il n'y avait pas d'égalité dans la mort. Les patrons qui confiaient l'administration des derniers cocktails le jour à des étudiantes innocentes et la nuit à des infirmières exténuées déclaraient haut et fort, main posée sur le cœur, que la vie est sacrée, que le serment d'Hippocrate impose de le respecter, que l'éthique des soignants interdit d'en interrompre le cours. Et les patients coincés dans un lit par un respirateur avaient beau s'époumoner, pas question de les laisser librement tirer sur la prise. Certes, on ne refusait jamais une ultime injection à un banquier qui se mourait d'un cancer généralisé. On ne refusait jamais des comprimés de morphine à la vieille mère d'un ministre. Mais si la demande venait d'un jeune tétraplégique anonyme assigné à survivre indéfiniment dans un poumon d'acier, et surtout si cette demande était publique, il n'était pas question de l'entendre. Ce garçon était probablement dépressif, ou manipulé par son entourage, ou mal informé sur les multiples possibilités de survivre dans des conditions acceptables. Voyez l'acteur adulé, le savant renommé qu'on montre en photo dans leur fauteuil électrique, qu'on entend parler de leur voix métallique à travers les écrans de leur ordinateur. Puisqu'ils vivent ainsi, c'est bien que c'est possible. Les voilà les modèles, les exemples à suivre. Et bien sûr, cet argument ne tenait pas debout. Ce qui est bon pour l'autre n'est pas nécessairement ce que je veux pour moi. La question n'est pas de savoir si je peux survivre sans mes bras et mes jambes, sous morphine, en perfusion ou avec un tuyau sortant de l'estomac. La question est de savoir si je veux survivre comme ça. C'était la seule question, et la même qu'aujourd'hui, bien que tant de choses aient changé. Quelle est ma liberté? Et donc en ce temps-là, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne, à commencer par les soignants eux-mêmes. Parce que là encore, c'était une question de pouvoir. Les soignants de première ligne, ceux qui partageaient la ville, les quartiers, les écoles, les immeubles des soignés, suivaient le même chemin que lorsqu'ils étaient malades, lorsqu'ils allaient mourir. Ils atterrissaient à l'hôpital, où ils découvraient à leur tour l'anonymat, l'ignorance, le mépris, les attentes interminables, la sonnette qui ne sonne pas, les infirmières éreintées, les praticiens pressés qui passent à peine la tête par la porte et se détournent aussitôt parce que leur cellulaire se met à sonner, et qui, lorsqu'ils ont fini de répondre à leur épouse, à leur maîtresse, à l'ami avocat, aux journalistes, décident, en lisant l'heure sur un petit écran, qu'ils n'ont plus le temps d'entrer finalement, et, convaincus qu'on ne les entend pas bavasser dans le couloir, haussent les épaules et lancent à l'infirmière, aux étudiants mutiques. De toute manière, c'est cuit, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Le pauvre type, renvoyez-le chez lui. Les plus chanceux de ces soignants mourants disposaient encore d'un carnet d'ordonnances ou d'une réserve de médicaments contrôlés. Dans leur désir égoïste de ne pas traîner, ils tentaient de préserver un semblant de souci pour leur entourage, calculer au plus près le nombre de comprimés nécessaires pour s'endormir sans tout vomir, et détruisaient le reste afin que leur conjointe ou l'un de leurs enfants ne les avale pas plus tard
par erreur ou par désespoir. Et puis un jour que la famille épuisée de rester à leur chevet prenait un peu le large, ils se versaient un dernier verre, y mêlaient les comprimés soigneusement écrasés et avalaient le tout, juste après la visite de la voisine, venue leur remettre la couverture sur les genoux. Les plus mal lotis des soignants agonisants, en revanche, crevaient à l'hôpital, comme tout le monde. Et ils avaient beau demander qu'on les arrache à leur misère, on ne les écoutait pas plus que les autres. On avait même tendance à les fuir encore plus car ils ne gobaient pas les mensonges. Ils avaient trop vu par le passé d'autres qu'eux les avaler de force. Mais dans la mort comme dans la vie, certains médecins étaient privilégiés. Aux professeurs qui n'en pouvaient plus, leurs élèves ne répondaient pas, ils n'auraient pas osé, qu'ils étaient sous le choc, qu'il y avait encore de l'espoir, qu'ils ne pouvaient pas faire ça à leurs proches, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, qu'il leur fallait réfléchir, voir un psychologue, traiter leur dépression, envisager d'entrer dans un protocole d'essai. Vous savez bien qu'il y en a toujours de nouveaux et de plus prometteurs. On ne leur faisait pas la morale, on ne leur faisait pas la leçon. On leur disait qu'on prendrait soin de tout, à moins qu'ils n'aient une préférence pour telle ou telle molécule. Et s'ils préféraient les prendre eux-mêmes, préféraient-ils un scotch on the rocks ou un martini dry shaken not stirred? Parfois, tout de même, on ne savait pas trop quoi leur dire. Vous connaissez l'histoire du chirurgien, spécialiste du cancer de l'œsophage, à qui on trouve un cancer de l'œsophage. Il consulte ses confrères les plus brillants. La plupart ont été ses élèves. Il connaît leurs valeurs, il leur fait confiance. À son grand désarroi, tous lui font la même réponse. Le spécialiste, c'est lui. Comment pourrait-il lui dire à lui quelle décision prendre? Et il se renvoie la tumeur comme une patate chaude. Les mois passent, son état s'aggrave, il n'est toujours pas soigné. Un jour, son voisin l'invite à monter boire une bière sur le perron de sa maison en bois. Il le trouve abattu, il lui dit. Le chirurgien malade vide son sac et le voisin, qui n'y connaît rien mais qui n'est pas dénué de bon sens, regarde le ciel, hoche la tête et déclare « Toi, t'as besoin d'un bon médecin ». Illuminé par l'évidence, le chirurgien quitte sa région d'influence, s'installe à l'autre bout du pays, cesse d'être un professionnel et peut enfin se faire soigner. Notez bien, il meurt quand même. À l'unité de la douleur, tout n'était pas tout rose. Dans les chambres, nous avions l'habitude d'écouter et de prendre du temps, mais dès que nous en sortions, la confusion régnait. Les familles quémandaient des dates, les soignantes demandaient des recettes, l'administration exigeait des notes de synthèse, des bilans, des résultats. Personne n'écoutait notre avis quand nous disions de lever le pied, de cesser les soins superflus, de repenser les horaires insensés des infirmières et des aides-soignantes. Personne ne nous prenait au sérieux quand nous suggérions d'autoriser les visites tard le soir pour les parents, les amis ou les amants qui ne pouvaient pas venir dans la journée, de répondre aux questions des familles dans un langage intelligible, de changer le lit de place pour qu'il soit ou ne soit pas face à la porte ou à la fenêtre, d'envoyer des étudiants intelligents passer du temps matin et soir avec les patients qui voulaient rester lucides mais qui n'avaient pas la force de lire. Et bien sûr, on ne m'a pas écouté non plus quand j'ai proposé de prescrire de petites doses de LSD, de psilocybine, de mescaline et d'autres hallucinogènes aux patients rongés par la peur de mourir. Personne ne s'est penché sur les articles publiés à ce sujet de l'autre côté de l'océan. Personne ne voulait entendre dire que des substances juste là illicites et diabolisées pouvaient lever l'angoisse de malades condamnés et leur permettre de vivre leurs derniers mois en paix avec eux-mêmes, en communion avec leurs proches. Quant à les aider à choisir le moment de partir, il n'était même pas permis d'en parler. Les principes comptaient plus que le soulagement de souffrance. Voilà ce qu'on pourrait dire des circonstances, de l'environnement, d'une demande d'aide médicale à mourir. Voilà ce qu'on pourrait écrire à ce sujet-là, quand on y connaît un petit peu quelque chose. Et surtout quand on ne se place pas dans une posture d'homme blanc, riche, privilégié, qui se fout complètement de la vie et de la mort des autres. Je respecte la vie et le désir de mettre fin à ces jours de toute personne qui l'exprime. Et je souhaite vivement qu'en France, comme au Canada, comme en Belgique, comme au Luxembourg,
comme aux Pays-Bas, comme dans certains États d'Amérique du Nord et même comme en Colombie, je souhaite vivement que la France, très bientôt, adopte une loi équitable pour permettre aux personnes qui le désirent de mettre fin à leur vie dans des conditions de confort et de manière non violente. Non violente pour elles et non violente pour leur famille.